mis 2 ans et quelques pour atteindre 100 millions d'utilisateurs. Si on pense à ChatGPT, ça a pris 2 mois uniquement. Et ce n'est pas très impressionnant comparé à ce qui se profile à l'avenir dans une technologie comme Threads qui a mis 5 jours pour arriver au même résultat. Et toutes ces technologies vont bientôt être de l'histoire ancienne si on réalise que ce matin encore j'ai appris que la prochaine technologie qui pointe son nez s'appelle Blue Sky et elle va dépasser toutes ces technologies, va devenir une menace peut-être pour l'emploi. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe. À ce rythme-là, nous sommes en train de parler non pas de déferlement de technologie, mais réellement de tsunami. Et tsunami, c'est quelque chose qui va vous attaquer et il ne sert à rien de dire je ne suis pas d'accord, j'aime pas l'IA, c'est pas bon, c'est retardé. Ce n'est pas le cas. Il faudra savoir profiter de ne pas être dans l'immeuble qui était là tout à l'heure, mais plutôt si je vais prendre rate, il s'agira d'être plutôt sur la vague et de naviguer la vague, comme on dit, de swim the tide. Et comment faire pour justement profiter de cela et éviter les dangers qui sont représentés par l'IA et tout ce qui se profile à l'avenir, notamment dans nos emplois, parce que c'est ce qui nous préoccupe le plus en Tunisie et ailleurs dans le monde. Alors, l'IA générative, ça préoccupe ailleurs dans le monde. Ici, on parle de l'Organisation internationale du travail, qui en 2023, à peine 1 an après la déclaration de ChatGPT, a fait son rapport et parle de Generative AI. Avant cela, et dans mes deux autres communications, j'avais parlé simplement de l'IA en général. Maintenant, on fait un zoom sur l'IA générative. Alors, j'espère que je vais dire correctement l'IA, contrairement à certains qui disent encore IA, et je ne sais pas pourquoi ils prononcent ça comme ça. C'est IA en français et AI en anglais, ça peut pas être EI, combinant les deux langues. Alors, ici, c'est McKinsey Global Institute qui à cause de son rapport 2023 encore, 2024, c'est le Fonds monétaire international. Je donne encore une fois l'existence tout récemment, vont nous donner leur rapport sur cette technologie qu'on appelle Generative AI et qui va nous préoccuper dans cette communication aujourd'hui. Alors pourquoi parler de Generative AI et qu'est-ce que ça a de spécial par rapport à l'IA en général ou l'IA en général? Alors, l'IA générative a la capacité à partir de ce qu'elle détient dans ses bases de données, de nous donner de nouveaux textes, de nouvelles images, des choses que nous n'avons jamais vues. Bref, de créer des choses. Et ça, l'IA classique n'était pas douée à le faire. Et nous sommes en train d'assister à des choses qui sont absolument étonnantes, comme une IA qui ose mentir. Et on appelle ça hallucination. Des gens appellent ça fabulation. D'autres plus scientifiques appellent ça confabulation, et pour moi c'est la meilleure preuve de la créativité que si une IA ment avec cette propensité, c'est qu'elle arrive à créer des histoires et un autre monde. Alors les emplois qui sont les plus touchés par l'IA générative sont ceux-là même justement, qui sont hautement intellectuels. Ce sont des emplois où ce n'est plus le travail manuel, ce n'est plus le travail routinier, comme c'était le cas avec l'IA classique, c'est maintenant un travail intellectuel qui est menacé. Cela même justement qui nous distingue des autres. Alors, on va parler de l'effet de l'IA générative sur les emplois au niveau mondial, et ça c'est des statistiques du Fonds monétaire international, qui nous dit que l'impact de l'IA va être soit de forte exposition ou de faible exposition, mais il va toujours y avoir un impact. Alors 40% vont être les emplois qui vont avoir une forte exposition, c'est-à-dire que ce sont les emplois qui soit vont être affectés à 100% par l'IA ou à quelques pourcentages près, mais en tout cas l'IA sera présente dans pratiquement tout ce que nous ferons dans l'avenir. Et l'avenir c'est maintenant. Alors, c'est le rapport d'où j'ai eu tous ces chiffres-là, à la page 82 je crois. Et dans le reste du monde, parce que nous avons le détail, nous avons les économies avancées, les marchés émergents, et les pourcentages sont ainsi. Devinez où la Tunisie se trouve. C'est les économies émergentes, donc nous avons la Tunisie ici. Plutôt que de parler du monde, je vais pour quelques instants parler de la Tunisie. Parce que ça nous intéresse enfin. Nous n'en serons pas très menacés parce que les travaux intellectuels ne sont pas encore notre forte, mais ça va venir. C'est regarder ailleurs en fait, et je me demande pourquoi nos étudiants continuent à aller à l'étranger, là où justement les emplois vont être de plus en plus rares. Alors si on continue, pour voir en Tunisie, voici le taux de chômage actuel. Depuis 2006, il est très clair que les choses ont commencé à aller très très mal depuis la Révolution.
Et ça continue. J'ai même obtenu les chiffres récents du premier semestre 2024. 16%, il y en a qui parlent de 18%. Ces chiffres-là viennent de l'Institut national de la statistique. Et généralement, ils nous donnent aussi les statistiques concernant les étudiants de l'enseignement supérieur que j'avais dessiné ici. C'est la première fois que l'on voit ce graphique parce que généralement, il nous donne le pourcentage des chômeurs de l'enseignement supérieur par rapport à la totalité des diplômés qui sortent des universités. Et ici, c'est les pourcentages des diplômés du supérieur par rapport au chômage total. Et comme vous voyez, ce n'est pas très reluisant. Alors, si nous revenons au World Economic Forum, j'ai fait exprès de ne pas le citer tout à l'heure parce qu'il va faire l'objet de quelques diapos ici. Le World Economic Forum de Davos, en 2020, a donné un rapport aussi qui parle du futur de l'emploi, ce qui fait partie d'ailleurs du titre de ma présentation et ce qui nous concerne tous aujourd'hui. Alors, les statistiques qui ont été données dans ce rapport en 2020 sont ici. Alors, on va voir plus clair. By 2025, 85 million jobs may be displaced. Alors, by displaced, ils choisissent leur mot ici. Ça veut dire que 85 million jobs are going to be exposed somewhat, somehow, by AI. Et les emplois vont changer de définition même, et pratiquement nous le voyons déjà, la manière d'écrire un rapport par un étudiant a changé en 2 ans, croyez-moi. Et surtout leur façon d'écrire des emails que nous recevons de plus souvent ces jours-ci, ils sont tellement mieux écrits. Et les rapports tellement mieux écrits. Et c'est pas moi qui vais me plaindre des étudiants qui utilisent ChatGPT, allez-y, make my day. Si nous avons encouragé à utiliser le spell checker, nous n'allons pas maintenant vous empêcher d'utiliser une technologie qui va faire partie intégrante de votre futur, parce qu'elle va rester. Elle va rester, peut-être pas vous. While 97 million new roles may emerge. Alors, roles, on parle maintenant de rôles, c'est-à-dire une nouvelle, on peut avoir 3-4 emplois, un emploi sur une vie maintenant, mais en même temps. Donc, voyons ça graphiquement en 2020. Ici, nous avons 1 million d'emplois représentant chaque cellule que vous voyez là. Ceux-là, c'est les emplois dépassés d'ici 2025, c'est-à-dire dans 2 mois. 85 millions, les emplois créés, on va dépasser ici pour mettre les choses en perspective, 97 millions, d'un net 12 millions. C'était l'époque où le World Economic Forum était optimiste, que malgré l'arrivée de l'IA, il va y avoir une création d'emplois. 12 millions. 3 ans plus tard, les choses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre 2020 et 2023? Je vous laisse deviner. Nous avons le rapport de 2023. On va utiliser le même graphique qui est là, à la page 28, cette fois-ci. Ça, c'est les emplois qui sont perdus, qui seront perdus d'ici 2027. Donc, on recule maintenant l'échéance. Et ils seront de 83 millions. Les emplois créés sont de 69 millions. Les classes mettent les choses en perspective. La différence est une perte nette de 14 millions. En 3 ans. On va mettre les choses en perspective. Alors, c'est 2%, et c'est un chiffre qui est généralement validé par les autres rapports, notamment ici l'Organisation internationale des employeurs. 2,3% de tous les emplois. On va mettre les deux. Ça, c'est en 2020. Ça, c'est en 2023. Gain net 12 millions, perte nette 14 millions. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est pessimiste ou est-ce que c'est optimiste? C'est très optimiste. Parce que nous ne savons pas quels sont les emplois qui, eux, vont être créés par l'IA, simplement parce qu'ils vont être créés par l'IA. Donc ici, il manque beaucoup d'emplois qui vont être créés, notamment justement des travaux intellectuels. Nous ne parlions pas il y a 2 ans d'emploi qui s'appelle Prompt Engineer, et maintenant nous avons une flopée de livres chez Amazon qui sont vendus qui s'appellent How to Engineer a Prompt. En arabe, c'est comment écrire une question pour ChatGPT. Et on dit ChatGPT maintenant comme si c'était une marque, comme on disait frigidaire pour un réfrigérateur. Mais maintenant, il n'y a pas que ChatGPT, il y a Claude, il y a Perplexity, il y a Ask AI, il y a Character AI, il y a Copilot, il y a, comment il s'appelle, Gemini. Et je perds mon souffle à les nommer, mais ils s'appellent tous ChatGPT pour mes étudiants. Voilà, le débat va se lancer, j'imagine, par la question que je poserai au panel, si je peux me permettre, de quel emploi parlons-nous qui vont être créés, plutôt que qu'est-ce qui va être perdu par l'IA, parce que ça c'est une certitude, c'est une question qui veut même plus la peine d'être posée. Je vous remercie.